Si on éliminait toute cette espèce d'empilement qui s'est construit et qu'on reparte des fondations et qu'on réécrive une histoire en partant des fondations. Et pour moi, les fondations, c'était Dracula, et Dracula, c'est Vlad Dracul, Vlad Tepes l'Empaleur, qui est un personnage historique. Et donc l'idée, c'était de réécrire en fait le mythe du vampire en partant on va dire du Dracula historique. Voilà. Alors cela dit, bon, ça m'est arrivé de revisiter l'histoire d'autres manières. Notamment, j'ai écrit un véritable roman historique qui raconte l'histoire du premier homme qui a parcouru la route de la soie au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et donc, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est dans le domaine de la littérature de l'imaginaire, de dire comment est-ce qu'on pourrait classifier, catégoriser les différentes façons de revisiter l'histoire. Alors moi, j'aime pas beaucoup qu'on fasse des catégories ou qu'on mette dans une catégorie et qu'on fasse des boîtes avec des étiquettes, mais je vais le faire parce qu'au moins ça mérite de dire, on peut toujours faire partir le débat à partir de quelque chose, même si c'est pour dire, non, en fait, c'est pas ça du tout, il ne faut pas le voir comme ça. À mon sens, en gros, il y a 4 façons de faire. Il y a l'histoire, on va dire, qui est explorée, c'est-à-dire, là, c'est le roman historique et la fantaisie historique. Mais entre les deux, je pense qu'il y a juste une différence de degré et pas une différence de nature, où on va prendre le cadre d'une histoire qui a réellement existé, du moins ce qu'on en connaît, et dans le roman historique, on va essayer de combler les trous, mais en ayant le moins de trous possible, c'est-à-dire qu'on a fait un vrai travail de recherche très poussé. On va dire, j'utilise vraiment le matériau qui a vraiment existé dans le passé, et vraiment, s'il y a des blancs, je vais les compléter, mais en respectant une logique historique. On peut y avoir aussi une façon de faire où on se laisse un petit peu plus de latitude. Ça, pour moi, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, c'est l'histoire anticipée, c'est-à-dire tout bêtement la science-fiction, c'est-à-dire qu'on imagine une histoire future. Bon, voilà, ça c'est la science-fiction classique. Ensuite, vous pouvez avoir une histoire qu'on fait dérailler, et là c'est l'Uchronie. Donc effectivement, on suit la voie de chemin de fer jusqu'à un certain point, et là on fait dérailler le train, et il part dans une autre direction qui n'est pas la direction qui a existé dans la réalité, et on s'amuse à imaginer ce qui aurait pu se passer, ce qui se serait passé. Et puis, pour moi, dernière catégorie, c'est l'histoire congelée, figée, et là, pour moi, c'est la fantaisie qui se situe là-dedans, ce qui peut paraître un peu bizarre, ce que je vais dire, mais si vous regardez les univers de fantaisie, tout est résumé pour les amateurs du Seigneur des Anneaux, dans une réplique d'Elrond qui dit « J'étais là il y a 3000 ans ». Et oui, pendant 3000 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Il s'est passé des histoires, mais l'histoire n'a pas évolué. Tout est resté figé. C'est-à-dire que la fantaisie, c'est un univers historiquement figé, où les choses sont sempiternellement les mêmes. Il n'y a pas de progrès technologique, il n'y a pas d'évolution. On en reste toujours. Il peut se passer des histoires, mais il n'y a pas d'évolution de l'histoire. Après, à partir de là, c'est vrai que les autres intervenants vont peut-être pouvoir me dire non, on pourrait faire autrement, mais déjà c'est peut-être une base de départ sur le débat. Alors on va leur poser la question, ça consiste un peu de savoir si effectivement ils se reconnaissent ou pas dans cette typologie qui vient d'être définie. Mais je me retourne vers Pavel. Quand on... Il faut récupérer un petit peu. Quand tu disais tout à l'heure, Dumas aujourd'hui n'écrirait plus de la même manière. Ça m'intéresse aussi de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui a changé depuis le 19e siècle qui fait qu'on n'écrit plus de cette façon-là aujourd'hui? Je ne crois pas avoir dit ça, j'ai dit qu'il écrivait de la fantaisie.
parce qu'il se frotterait au genre, il ne pourrait pas y résister. Non, ce dont je suis convaincu, petite parenthèse, et ça n'a rien à voir avec le débat, c'est que s'il écrivait maintenant, il serait scénariste de série de télé. Voilà, là, par contre, pour deux raisons. D'une part, parce qu'il trouverait la manière à s'exprimer pleinement en tant qu'auteur, ce qu'il a toujours voulu faire, et secondo, c'est parce que c'est là qu'est l'argent, et ça aussi, il aimait bien. Donc, il n'y a aucun doute, il ferait ça. Donc, on en déduit que vous êtes tous ici complètement désintéressés. Ah bah, faut être franc, si vous voulez devenir riche, il vaut mieux faire autre chose que romancier, c'est sûr. Vaut mieux aimer être romancier quand on fait romancier. C'est une condition sine qua non économique. Blague à part, est-ce que la manière d'écrire a changé? Oui, c'est assez... Quand on lit Dumas, on l'y trouve en même temps, il y a ce paradoxe, c'est qu'il y a une formidable efficacité qui est encore valable maintenant. En même temps, il y a aussi une manière d'écrire qui ne se fait plus, qui est dépassée. C'est pas le bon terme, parce que c'est pas des couches qui se rajoutent et on n'est pas de meilleur de génération en génération. En tout cas, elles peuvent paraître désuètes par moment, ou alors. Ce qui peut changer dans la littérature, à mon avis, d'aventure, d'évasion, c'est qu'il faut tenir compte du cinéma et de la télé, quoi. On a forcément, probablement, une écriture plus visuelle lorsque, comme moi, on a commencé par regarder la télévision avant de savoir lire. Je suis convaincu que ça influence beaucoup. Secondo, c'est, par exemple, dans Dumas, surtout dans Les Trois Mousquetaires, qui est quand même sans doute un de ses meilleurs ciné, son meilleur roman, tout va très vite, la péripétie est très rapide. Maintenant, si on regarde en particulièrement comment se décrivent les duels ou les combats à l'épée, à mon avis, ça, on ne peut plus faire comme ça, quoi. Parce que c'est vraiment, soit c'est extrêmement laconique, soit il n'est pas du tout dans la description. Il va dire que Athos, grâce à un poignet d'acier et une souplesse de jambes extraordinaire, défait son adversaire. Maintenant, on ne décrit plus les combats comme ça. Là, c'est clairement, il y a une période qui est passée. Est-ce que ça veut dire, si on les écrit plus comme ça, les combats, ce qui est à vérifier, hein, enfin, je pense effectivement qu'on écrit différemment. Est-ce que ça veut dire qu'à l'époque, on peut s'appuyer beaucoup plus sur l'imaginaire, justement, du lecteur, et qu'aujourd'hui, le lecteur, parce qu'il a appris, d'abord en regardant la télévision, en regardant des images, a besoin qu'on illustre davantage? Je ne sais pas si c'est une nécessité, mais en tout cas, moi, c'est ma démarche. Je pense que mes premiers concurrents, enfin les premiers concurrents de mes bouquins, c'est pas mes petits camarades qui écrivent des livres, c'est les séries télé et c'est les films au cinéma. Donc c'est à eux que je me cogne, c'est à eux que je me frotte. Donc lorsque je suis dans la description de scènes d'action, j'essaie qu'elle soit le plus visuelle possible, le plus dynamique possible, et finalement le moins narratif possible. Je préfère, plutôt que de dire que Athos a un poignet d'acier et un jarret d'une souplesse extraordinaire, je préfère le décrire en situation d'avoir un poignet d'acier et un jarret d'une souplesse extraordinaire. C'est pas la même chose, c'est la différence entre dire et montrer. Je pense qu'à cause de l'importance que les images ont maintenant, une littérature d'évasion, en tout cas moi c'est comme ça que je la considère, a plus intérêt à montrer que vraiment raconter. Le pire, c'est que ce sont des règles que Dumas a fixées lui-même. Il le dit aussi indirectement, mais le monde a changé, il est moins rapide, il fallait beaucoup plus rapide aussi. La longueur des romans de Dumas, je pense, serait difficilement acceptable maintenant, quoi. Évidemment, il y a toujours des contre-exemples, mais a priori, des bouquins de 2000 pages en un volume, c'est quand même important, quand bien même il ne serait pas bon feuilleton en rang, quoi. Oui, le monde a changé, je pense surtout que c'est une affaire de rapidité. Et par contre, le rythme est toujours là chez Dumas, c'est étonnant. Et est-ce que cette description précise impose un travail de recherche, en l'occurrence? Alors, sur les armes, sur la manière de combattre, etc. Alors là aussi, c'est une question de principe, mais moi je considère qu'un pastiche n'a de l'intérêt que si la documentation elle est rigoureuse. Si c'est pour faire semblant de situer ça sous la Rome antique, sous le Moyen-Âge ou au XVIIe siècle, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ce qu'il faut faire, c'est que le décalage soit réel. Moi, j'introduis des dragons dans l'univers des Trois Mousquetaires, mais par contre, la peinture historique et la description de Paris et les costumes et tout ça est extrêmement rigoureux. Moi, j'ai 20 années de documentation derrière moi. La chair est faible, je peux faire des erreurs, mais c'est vraiment malgré moi. J'essaie de le documenter le plus possible. Et vous pouvez être sûr que si je vous décris une porte, c'est que c'était comme ça qu'étaient les portes à l'époque. À côté de ça, il y a des dragons. Je crois aussi que si on est très rigoureux sur les costumes, l'architecture, la société,
le lecteur croit plus facilement au dragon. Paradoxalement, ça ne crée pas une différence, au contraire, ça légitime le reste. D'autant plus que dans Les Noms du Cardinal ou dans Willstadt, moi je n'explique rien, je ne me justifie pas, c'est pas une uchronie, il n'y a pas un point de divergence, c'est mon mot où le monde change. Dans mon univers, on est certes dans la France du XVIIe siècle, mais dans cet univers-là, les dragons ont toujours existé. Et je ne justifie pas plus les dragons que justifie Louis XIII, le cardinal de Richelieu. Ça leur apporte aussi une même densité de véracité. Merci. Dans la réécriture de l'histoire de Dracula, est-ce qu'il y a ce même travail de recherche? Est-ce qu'il y a cette même possibilité d'ailleurs de coller à la réalité historique telle qu'elle peut être connue aujourd'hui? Alors là, il y a quelque chose avec lequel je suis tout à fait d'accord, c'est l'exigence de rigueur et le travail qui doit être fait sur le plan historique. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est ça aussi qui permet ensuite de s'appuyer pour, on va dire, un peu délirer et ouvrir les portes de l'imaginaire. Mais si on a un socle quelque part qui est solide, parce qu'on a bien travaillé au niveau documentation, c'est une bonne chose, c'est un bon point de départ. On ne peut pas n'avoir aucun point d'appui en littérature de l'imaginaire. Il faut à un moment qu'il y ait